donc la première conférence introductive avec les ateliers qui vont avoir lieu se place maintenant. On remercie Monsieur Riotto, effectivement, d'être là parmi nous pour cette conférence. Je vais passer la parole à Monsieur Borel-Mathurin, conseiller au sein de la municipalité et conseiller en charge justement de la démocratie participative. C'est bien dans ce cadre-là que s'inscrivent ces ateliers et cette conférence. À toi. Merci. Je vais aussi citer, je pense, toute l'équipe municipale, parce que même si concrètement c'est chapeauté par la démocratie participative, comme vous l'avez compris, le thème est extrêmement large. D'ailleurs, on le verra dans les thèmes qui sont abordés. Donc 2022 et 2023, c'est un peu l'année du participatif à Bourg-la-Reine, avec le budget participatif qui est en train de se finaliser avec le vote dans très peu de temps, et maintenant cette démarche citoyenne qui a été lancée et qui va vraiment prendre son envol aujourd'hui avec la conférence de M. Riotto. Donc, comme ça a été dit, notre objectif, c'est d'essayer de nous projeter dans le futur de Bourg-la-Reine. Au départ, on avait une double ambition, à la fois prioriser l'action municipale et en même temps se projeter dans le futur. Donc, on est en 2022, donc c'est un peu plus compliqué de prioriser l'action municipale vu qu'on a déjà presque à mi-mandat. Donc, le Covid ne nous a pas vraiment aidés et on a été obligé de repousser plusieurs fois cet exercice. Comme cela a été dit, cette conférence a pour objectif d'introduire cette démarche qui prendra en clair la forme de 2 après-midi d'ateliers où vous serez invités. Alors, toutes les personnes, ce sera sur inscription. Ce sera les 26 novembre et les 3 décembre à 15 h pour réfléchir sur les différents sujets que je vais introduire juste après pour envisager les solutions qui pourront nous aider à mieux bâtir Bourg-la-Reine. Alors, les thèmes qui ont été envisagés pour cette conférence sont mobilité, ressources, aménagement spatial, économie sociale et solidaire. Alors, c'est assez vaste. En fait, pas mal de thèmes peuvent se rattacher à cela. Vous avez tous compris que c'est autour du développement durable. C'est pour ça que c'est réalisé en collaboration avec Anne Sauvet, même si elle ne prend pas la parole aujourd'hui. Et nous souhaitons vous rappeler qu'il y a de la documentation disponible sur le site de la ville pour préparer ces ateliers, pour tous ceux qui seront inscrits. Les thèmes sont à développer de manière autonome. Les élus n'interviendront normalement pas pendant les ateliers. L'idée étant d'être arrivé à fournir des solutions le plus indépendamment possible de ce qu'on pourrait imaginer nous-mêmes. Et l'objectif principal, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment le développement durable dans tous les sens que cela revêt, aussi bien d'un point de vue économique que social, et évidemment tous les thèmes les plus évidents que sont l'énergie, l'économie d'énergie, bien entendu. Donc ça, c'est un thème qui nous touche encore plus en ce moment. Et au niveau de la démarche, une fois que les conclusions de ces ateliers auront été portées, ont été un peu, on va dire, reformulés grâce au service, être un peu améliorés. On les aura solidifiés d'une certaine manière. Ils seront portés au vote des citoyens sous forme de votation. Voilà, c'était une démarche importante pour nous, pour qu'on essaie de voir quelle est la réaction, pas simplement d'un collège qui a été de volontaires, mais aussi que toute la population puisse s'exprimer par rapport à ces propositions. Voilà. Donc je vais laisser maintenant la parole à M. Riotto. D'accord, merci beaucoup. Je tiens à remercier Monsieur le maire Patrick Donat et ma vieille complice Anne Sauvet pour m'avoir invité à participer à vos ateliers de citoyens de Bourg-la-Reine. Je vais tout d'abord me présenter. Donc, Michel Riotto, je suis un ancien ingénieur de recherche du CNRS et j'étais un physiologiste de la nutrition, c'est-à-dire que de l'alimentation à tout ce qui se passe à l'intérieur et ce qui sort aussi. Donc voilà, je suis aussi l'ancien président de la Fédération départementale Environnement 92, avec lequel j'ai travaillé très longtemps avec Anne Sauvet. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on progresse et donc je suis devenu le président de France Nature Environnement Île-de-France, que je vais vous présenter rapidement. Et je suis aussi membre d'un certain nombre de grandes associations qui s'occupent de la surveillance de l'air, de la qualité de l'air et des pollutions sonores. Donc si un jour vous avez envie d'en parler, on pourra le faire. Donc,
quel est les thèmes que nous allons explorer ensemble. Bien, monsieur, je ne me rappelle plus votre nom, vient de nous l'expliquer. Donc, les mobilités, c'est-à-dire les déplacements, les ressources et énergies, l'aménagement spatial, c'est-à-dire l'aménagement de la ville, et puis l'économie sociale et solidaire. Là, j'ai présenté une photographie d'Emmaüs. Donc, France Nature Environnement, c'est une très grosse association qui est née en 1968, qui est héritière de sociétés savantes et qui a pris le nom de France Nature Environnement en 1996. Il y a 3500 associations sur l'ensemble de la France et 900 000 adhérents, 50 salariés et un gros budget. Alors je dis ça parce qu'on entend souvent moins parler de France Nature Environnement, on entend plus souvent Greenpeace ou on entend le WWF, qui sont des fondations qui sont très actives, mais qui n'ont pas le nombre d'adhérents que nous avons. Nous sommes sur le terrain plus souvent. Donc FNE Île-de-France, c'est 400 associations. Là, vous pouvez aller sur le site de France Nature Environnement Île-de-France et en cliquant sur les différents points, vous saurez qui est l'association et qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons au niveau d'Île-de-France Environnement, de France Nature Environnement Île-de-France? Eh bien, nous veillons à la sauvegarde et la mise en valeur de l'environnement et la qualité de vie. Donc, vous voyez les différents sujets sur lesquels... Je regarde si mon truc il marche. Pas l'impression, je suis peut-être un peu trop loin pour que mon petit pointeur... Voilà, donc l'aménagement du territoire, l'urbanisme, protection du patrimoine, la protection des sites naturels et bâtis, protection de la faune, donc l'amélioration du cadre de vie, ce qui correspond tout à fait aux attentes de ce que nous pouvons vivre en Île-de-France. J'aimerais avec vous, puisqu'on a parlé tout à l'heure de développement durable, le définir un petit peu. Et je trouve que le mot durable n'est pas bon et qu'on devrait utiliser le mot que les Anglais utilisent, sustaining, c'est-à-dire soutenable. C'est une idée qui est née en 1987 d'une Norvégienne qui travaillait au niveau de l'ONU, Gro Harlem Brundtland, et qui nous a bien défini ce qu'était le développement durable. C'est un mode de développement sur le long terme qui prend en compte dont nous avons besoin, nous, les habitants du monde présent, mais nous ne devons pas mettre en péril et compromettre les capacités des générations futures de répondre aux leurs. Donc c'est un concept de besoin qui repose sur 3 piliers qui sont le pilier... Oh, excusez-moi, je vais trop vite. Qui sont le pilier économique, le pilier social et le pilier écologique. Or, qu'est-ce qu'on constate actuellement? C'est qu'il y a un pilier qui est très important, c'est le pilier économique, et ce pilier déséquilibre l'ensemble du système. Donc, nous avons à essayer de faire bouger les choses, c'est extrêmement difficile, on y arrive très progressivement, on ne va pas assez vite, et nous allons avoir, avec tous les problèmes dont vous entendez parler, de manque de ressources, du réchauffement climatique, etc., à aller beaucoup plus vite que nous allons actuellement. Donc, nous allons attaquer notre premier sujet, qui est les mobilités ou le déplacement. Alors, je prends des choses qui sont officielles, qui sont publiées, des rapports qui sont officiels. Il n'y a rien qui vient de notre imagination environnementale. Et je vais commencer par vous parler de l'enquête globale transport de 2010. Malheureusement, celles de 2020, avec le problème du Covid, ont été retardées. On n'a que quelques bribes actuellement d'informations. On ne sait pas exactement tout. Donc, je vais vous parler essentiellement de l'enquête globale de transport de 2010. Donc, voici le résumé de cette enquête. Il y a environ 4 déplacements, 3,48 de déplacements par personne et par jour, très peu de kilomètres. En moyenne, pour ces déplacements, c'est 4 km 4. Il y a 41 millions de déplacements quotidiens, ça c'est énorme, et 70% de déplacements se font dans nos communes de banlieue.
et pas les unes vers les autres, hein, vers chaque département. Il y a une petite augmentation des déplacements en voiture. Pour le futur, c'est une baisse, hein, la future enquête. Pour les transports collectifs, eh bien, on voit qu'il y a une forte augmentation des déplacements en transport collectif et ça se confirme dans les données que nous avons récemment. Alors là, c'est pour vous résumer aussi ce qui se passe, mais quand on découpe notre région en morceaux, donc vous avez d'une part Paris, vous avez le cœur d'agglomération, c'est-à-dire Paris et Petite Couronne. L'agglomération centrale, c'est un peu plus, c'est ce qu'on appelle la MGP, plus un certain nombre de grandes villes qui se sont agglomérées, et puis les autres territoires, c'est-à-dire essentiellement la seconde couronne. Donc on voit que plus on s'éloigne du cœur de la métropole, plus on prend sa voiture. C'est la partie orange. La partie marche à pied est quand même assez importante. Hein. Ça fait... Quand on prend globalement la marche à pied, elle fait à peu près autant de déplacements qu'en voiture. Alors, voilà comment on peut montrer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nos déplacements se passent essentiellement dans nos départements. Et vous voyez, on se déplace à l'intérieur d'un département et ces départements globalisent la plupart des déplacements. Et plus vous êtes dans la grande couronne, et bien évidemment, plus vous prenez votre voiture. Alors là, ça, c'est un des gros problèmes des transports et des mouvements de notre région. C'est qu'on se déplace tous en même temps. Alors là, vous avez d'un côté à gauche là, le transport collectif. Eh bien, on est maximum entre 7 et 8 heures parce qu'on va travailler. Et le soir, on revient tous en même temps, donc on sature les déplacements collectifs. Et en voiture, on fait la même chose. 7-8 heures et puis 16-17 heures. Il y a un petit rebondissement entre les deux. Là, c'est des gens qui vont faire leurs courses ou qui ont d'autres missions pendant cet espace. Donc si on arrivait à déplacer un petit peu ces mouvements-là, je crois qu'on résoudrait une grande partie des déplacements dans notre région. Mais là, il faut qu'il y ait une grande communauté de réflexion pour que ces différents mouvements puissent être programmés. C'est extrêmement difficile. Je crois que pour l'instant, ça achoppe totalement. Alors, qu'est-ce qui se passe à Bourg-la-Reine ? Bourg-la-Reine est assez bien desservie en transport en commun. Il y a le RER B, il y a 6 lignes de bus, 2 lignes de paladin. Dans les Hauts-de-Seine, vous avez une prolongation des lignes de métro qui étaient des métros parisiens, qui s'étoignent. Jusqu'ici, la politique de la RATP avant 2000, c'était on ne prolonge pas, parce que plus on prolonge les lignes de métro, plus on augmente les chances d'avoir des accidents, des incidents de circulation. Donc, on ne le fait pas. Et là, sous la pression et la densité de nos communes de première couronne, eh bien, ça se fait. Et donc, on a maintenant des prolongations de la ligne 4, on a des prolongations du RER B. Non, pas le RER B, oui, c'est ça. Oui, là, je ne me rappelle plus. Le tram. Alors, les trams, oui, c'est effectivement, les trams, vous avez le tram T1 qui arrive au nord, qui est en train de se prolonger, qui va desservir le nord du département. Vous avez le tram T2 de la porte de Versailles jusqu'au pont de Beson. Vous avez le tram T6 qui va de Châtillon jusque dans les Yvelines. Et puis, vous avez un T10 qui est en cours de construction et sur lequel un certain nombre d'associations de protection de l'environnement ont agi pour éviter qu'elles mangent un peu trop de forêt. Et ça, elle en mange quand même un peu. Hein. Elle a mangé un petit peu de la forêt de Verrières. Elle va, si elle descend jusque sur Meudon, elle va en manger un tout petit, sur Clamart, elle va en descendre, elle va en manger encore un petit peu, entre 1 et 2 hectares. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait à Bourg-la-Reine un plan vélo avec, alors le problème, là je vous ai mis la carte
de votre communauté de communes qui s'appelle Vallée Sud Grand Paris. Vous avez un certain nombre là il y a une étude qui s'est faite il n'y a pas très longtemps sous l'égide d'un cabinet qui s'appelle Aegis. Et vous avez un peu les axes évidemment des pistes cyclables qui peuvent être mises en route. Et vous avez un gros problème, c'est avec la nationale, avec la départementale maintenant, 920. Et alors, quand on regarde dans cette étude d'Aegis, pour savoir quels sont les déplacements domicile-travail à Bourg-la-Reine, je parle de Bourg-la-Reine, c'est qu'on voit qu'il y a quand même peu de gens qui se déplacent en marchant. C'est pour aller au travail, pour se déplacer domicile-travail. Peu le font en marche, trottinette, parce que peut-être que ça dépasse les fameux 4 km. Peu en vélo et quand même pas mal en véhicules motorisés. Donc, véhicules motorisés, ça va de la moto jusqu'à la voiture. Alors, globalement, pour les infos que l'on a sur la nouvelle enquête de transport, on a les déplacements en voiture sont en baisse et le transport professionnel, par contre, et les livraisons sont en hausse. Et avec les commandes par Internet, ça s'est énormément multiplié. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur de la mobilité ? Vous avez tous entendu parler qu'on était très pollué, l'air était de notre centre d'agglomération est très pollué et que ça atteint la santé des personnes. On estime, et ça c'est les études de l'État qui estiment entre 6 000 et 10 000 décès par an liés à la pollution de l'air. Donc il faut faire quelque chose. On est condamné par l'Europe. On a fait une action associative contre le gouvernement et on est en train de gagner. Et donc, il y a une astreinte tous les 6 mois qui doit payer et l'État répartit cet argent entre ces différentes agences. Et il y a très peu qui revient aux associations qui ont fait le recours. Donc, pollution de l'air, pollution très supérieure aux normes de l'OMS, beaucoup de décès. Donc on essaye d'avoir une zone centrale où on réduit fortement ces émissions de gaz toxiques, c'est-à-dire les oxydes d'azote et les particules. Donc on a ces 77 communes qui sont dans cette zone à faible émission et on a établi un certain nombre de critères pour essayer de classer les différents véhicules, critère 5 et critère 4 qui seront interdits du lundi au vendredi de 8h à 20h, à partir du 1er juin 2021. En 2023, ça sera les critères 3, ça va commencer à être assez sévère. Et puis, l'espoir, c'est en janvier 2024, le critère 2, et en 2030, il n'y aurait plus de possibilité de circuler avec des voitures thermiques et des engins thermiques sur cette zone. Alors, elle pourrait être propre à cette époque-là, mais les limites de cette action, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, pas d'incitation et pas de procès-verbaux. Donc, pour l'instant, c'est relativement inefficace. Il faut espérer qu'à un moment donné, il y aura un peu plus de contrôle et qu'on pourra mettre bien en place tous ces... Alors ça pose aussi quand même des problèmes sociaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas circuler avec des voitures très propres. Et donc, c'est ces problèmes sociaux qu'il faut essayer de résoudre d'ici très rapidement. Vous avez un peu dans tous nos départements des gros problèmes soit de professionnels qui utilisent leurs voitures, leurs camionnettes, qui sont des camionnettes extrêmement polluantes et qu'on ne peut pas, pour l'instant, interdire. Alors, l'autre futur de cette mobilité, eh bien, c'est que dans le futur, il y aura un peu plus de marche à pied, plus de mobilité douce. Donc, c'est le vélo, la trottinette, le monoroue, enfin, un peu toutes ces mobilités qui permettent d'être mis en action par l'homme, par ses propres efforts, plus de transports en commun. Il y aura une réduction forte des véhicules personnels pour des véhicules partagés. Tous nos constructeurs automobiles sont sur cette idée.
on va faire de la location ou on va faire du partage d'automobile. Vous la louerez pour quelques heures, vous la laisserez dans une rue et il pourra être repris avec une carte, etc. Donc ils sont tous un peu sur cette idée-là. La livraison et l'approvisionnement par des véhicules propres hydrogène. L'hydrogène, ça a intérêt que pour les très gros véhicules, pour les véhicules, individuels. C'est un coût extrêmement énorme en énergie. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la qualité de l'air, mais produire, il faut énormément d'énergie. J'ai travaillé avec de l'hydrogène pendant 35 ans. Je peux vous dire que ça coûte cher. Le transport aérien, il faudrait savoir que dans les Hauts-de-Seine, nous sommes les numéros 1 pour utiliser les transports aériens. Donc maintenant, avec Internet et puis la vidéo, les Zooms, les Teams, etc., on peut éviter un certain nombre de déplacements qui sont professionnels. Plus de télétravail, 2 à 3 jours par semaine. Alors ce que je souligne là, ici, drones électriques, on va les voir arriver pour 2024 avec les JO. Hein. Donc, ça risque là de faire un peu de bruit. Et puis, on ne sait pas très bien. C'est expérimenté en ce moment dans le nord, à côté c'est dans le Val d'Oise. Voilà ce que je voulais dire sur la première partie. Et donc là, on va essayer d'échanger là-dessus, si vous voulez. Donc, sur les transports, les déplacements, vous avez des idées à évoquer? Ou des questions? Sur la diminution du transport motorisé? Tout le monde est d'accord. Vous êtes tous convaincus? Allez-y. Vous l'aurez dans l'autre présentation après. Je n'ai pas tout mis en même temps. Des questions sur les infrastructures liées à la mobilité douce, parce que ce qui aujourd'hui freine les mobilités douces, c'est avant tout les infrastructures. Aujourd'hui, si on veut aller à Paris en vélo, il faut quand même être sûr de soi sur la M20. Et je le fais tous les jours et voilà, je suis plutôt confiant, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont un peu frileux pour le faire. Et comment les infrastructures en fait nous incitent à changer plus vite, parce qu'aujourd'hui ça fait quasiment 2 ans que la piste cyclable, c'est la piste cyclable provisoire qui est du coronavirus. Elle est un peu défoncée, il y a des livreurs qui se gardent dessus tous les matins, de la jungle, et comment le département peut aider plus rapidement à faciliter cette transition? Oui, comme c'est une départementale, ça relève du département et il faut essayer de les faire bouger là-dessus. Je ne peux pas me mettre à la place, me substituer à la place du département là-dessus, mais vous avez entièrement raison. Vous voyez ce qui se passe à Paris. Paris m'aide et malgré tout, vous avez encore plein de camions de livraison qui se garent sur les pistes cyclables et qui gênent les déplacements Et alors, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut éviter pour les déplacements en vélo, d'être en confrontation avec les piétons. Vous avez beaucoup de vélos maintenant qui prennent aussi les trottoirs, et des trottoirs sur lesquels il n'y a pas de piste cyclable. Donc il faut là que chacun se respecte. Et je pense qu'on va vers un plus. Hein. On vend énormément de vélos actuellement. Vous êtes ici à Bourg-la-Reine, je n'ai pas vu de grandes côtes. Moi, j'habite dans un secteur des Hauts-de-Seine où les pentes sont... J'habite dans une rue où c'est à 12% et à côté, c'est à 19%. J'ai rarement pris mon vélo. Je prends mon vélo une fois que je suis sur le plateau. Hein. Voilà, je n'ai pas de recette. Par contre, il faut que vous, les citoyens, vous poussiez. Et vous poussiez vos mairies, et les mairies, eux, vont pousser le département. Juste pour reprendre la question et la reformuler,
il y a aussi une question de design. C'est-à-dire qu'au final, quand on met des pistes, on amène des cyclistes. C'est ce qu'on a pu observer dans les années 70 aux Pays-Bas, où au départ, il y avait des conflits qui étaient encore plus violents que ce qu'on peut voir en ce moment en France avec l'apparition de pistes cyclables. Franchement, dans les années 70, il y a des gens qui se tapaient dans la rue aux Pays-Bas en fermant des rues pour mettre des pistes cyclables. Et ça a fait apparaître les vélos. Au départ, il y avait en fait, moins que ce qu'on croit, parce qu'il y a énormément de déplacements en voiture aux Pays-Bas, bien plus qu'en France, les gens ne le savent pas. Et en pratique, ça fait quand même apparaître des cyclistes de mettre des pistes cyclables. Et je pense que c'est ça la question, c'est comment arriver à faire comprendre que le design des infrastructures va aider au changement des comportements. Enfin, c'est surtout le design par rapport aux gens qui prennent des voitures. Parce que c'est eux qui ne sont pas contents quand on leur réduit. Je vois une entrée, en ce moment, une entrée sur Paris qui est au niveau de la porte, ça doit être la porte de Sèvres. Le long de la Seine, la route a été énormément réduite pour un très grand passage pour les vélos. Vous avez des files de voitures qui sont très importantes et vous avez peu de vélos qui passent. Donc, vous voyez, c'est ambigu. Il faut arriver à trouver moins de voitures et plus de vélos. C'est surtout ça où on arrivera à faire se développer plus nos pistes cyclables. Et puis, quand on a en moyenne, quand on se déplace dans une journée de 4 km, c'est la moyenne, hein, des fois on peut en faire une grande partie à pied. Hein. Je vais peut-être un petit peu compléter la réponse parce que vous avez posé une question très précise sur la départementale 920. Alors vous savez peut-être qu'il y a un plan de rénovation complet de cet axe entre Bourg-la-Reine et Paris, parce qu'il est quand même très vieux, il est complètement obsolète. Donc le département prévoit un programme de travaux complet de rénovation de grande ampleur, un peu similaire à celui qui a été mis en œuvre sur Bourg-la-Reine déjà, hein, sur les avenues Leclerc et Joffre. Du coup, le département est dans une position de ne pas vouloir trop faire de travaux à court terme parce qu'ils seraient frustratoires. Ce seraient des travaux qui seraient remis en question au bout de très peu d'années. Ceci dit, le département nous promet depuis effectivement l'après-confinement de pérenniser cette coronapiste. Ça fait bien 1 an qu'on attend que ces travaux de pérennisation soient faits sous forme de marquage au sol, sous forme de balisettes et de plots supplémentaires plus pérennes, parce que ceux qui ont été mis en place, ils sont vite détruits, écrasés, etc. Mais bon, pour l'instant, on pousse, mais rien ne vient. On ne peut que constater que le département n'a pas encore fait cet aménagement, je dirais, provisoire, même s'il est destiné à être un peu plus efficace que celui qui a été mis en place juste après les déconfinements avec les petites balisettes, etc. Donc, simplement pour ajouter, effectivement, le programme, il existe depuis longtemps, etc. Enfin, il a été retardé aussi par la crise Covid. Aujourd'hui, il y a un programme qui existe, qui va faire l'objet d'une enquête publique au premier trimestre 2023. Donc tout le monde pourra effectivement faire ses remarques sur ces premiers plans, mais avec un horizon où il sera ce tronçon sera terminé vers 2026, peut-être 2027, donc ça va mettre un certain temps. La difficulté actuelle est au niveau de la porte d'Orléans, où je dirais que l'entrée sur Paris, avec la ville de Paris, n'est pas complètement résolue. Enfin, n'a pas encore trouvé de bonnes solutions, je dirais, mais donc tout le monde pourra faire partie, pourra participer à cette enquête. Je vous encourage à participer. Alors, effectivement, comme vient de le dire mon collègue, 2026-2027, c'est bien loin, et donc on pousse le département en attendant à sécuriser les coronapistes qui ont maintenant 2-3 ans et qui ont besoin d'être sécurisés et de rénover. Et le département va le faire, finir par le faire. Vous avez la même chose sur la D910. La D910, celle qui passe sur Boulogne, qui prend le pont de Sèvres et qui remonte sur Sèvres, Chaville, etc. Les coronapistes ont été pérennisés, mais c'est des petits bouts. Ça ne passe pas, par exemple, sur Boulogne. Et Boulogne, sur la D910 sur Boulogne, c'est une des plus fréquentées. C'est la numéro 2 en Ile-de-France au niveau de la fréquentation automobile. Donc là, il y a un conflit.
le chemin n'est pas continu, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on voit des pistes vides, donc on se dit elles servent à rien, sauf que si le réseau cyclable n'est pas continu, les gens ne les empruntent pas. Alors on se retrouve avec des bouts qui sont discontinus, et c'est pour ça que c'est compliqué d'arriver à faire travailler. On le voit, dire toute la difficulté que peut avoir Tristan sur le sujet du RERV, où il faut discuter avec d'autres communes, les départements, la région. Il pourrait en parler mieux que moi, évidemment, mais donc... Oui, non, mais totalement d'accord. Hein, là, il faut que ça se coordonne. Alors, vous verrez, dans l'aménagement spatial, on va en parler un tout petit peu. Des vélos. Moi aussi, j'emprunte la N20. Et sur cette piste, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de continuité jusqu'aux autres communes qui ne sont pas du département. Donc là, quand on dit le département pousse jusqu'à Antony et Bourg-la-Reine, c'est super à vélo. Et une fois qu'on veut aller plus vers Bagneux, Arcueil et poursuivre le chemin vers son lieu de travail ou autre, là, effectivement, on est sur une route finalement pas du tout sécurisée et qui donne pas envie d'être empruntée. Donc là, il y a un côté design, je suis d'accord, mais finalement, il y a aussi une sécurité. Et ça, on peut l'obtenir en créant des pistes bien séparées du réseau routier, donc sur un trottoir idéalement, ou avec un aménagement paysager qui peut faire vraiment un séparatif sur lequel les voitures ne peuvent pas stationner. Et ça serait vraiment idéal. Après, alors je ne sais pas, quand on parle du département, qui s'en occupe, parce que c'est 2 départements finalement, voire on en traverse plusieurs. Et c'est ce que disait le monsieur sur la continuité des pistes cyclables, finalement. C'est ça qu'il faudrait être. Alors, en ce moment, toutes les communes du cœur de la MGP, de la métropole du Grand Paris, travaillent, enfin, ont fini sur ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale. Et donc, c'est là que ça devrait se régler, ces choses-là. Donc, c'est la coordination entre les différentes collectivités territoriales qui doit se mettre en place. Il faut espérer que ça va aller dans le bon sens. Oui, pardon. Le projet à terme, dont parlait Patrick Donat, qui sera mis en service, on l'espère, d'ici 2026, c'est quand même une piste dans chaque sens de 2 mètres de large. Et les 2 départements, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine, se sont bien coordonnés. Et ils fonctionnent en bonne symbiose pour faire ça. Voilà, mais... Commune, oui. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers 92 et 1 tiers Val-de-Marne. Et après, il faut que ça se raccorde sur Paris. Voilà, là, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est le 3e tiers, le 4e tiers. Pour compléter une dernière chose sur le vélo et se concentrer sur Bourg-la-Reine, on a beaucoup parlé de la N20. Il ne faut pas oublier aussi tous les déplacements dans la ville, où là, effectivement, Bourg-la-Reine est très bien doté en termes de pistes cyclables sur l'axe principal. Dès lors qu'on veut bouger dans l'autre sens, de gauche à droite, c'est un peu plus compliqué. J'imagine que là, il y a moins de place aussi, il n'y a qu'une route. Donc c'est des travaux, et des projets beaucoup plus complexes à mener. Mais que ce soit les déplacements dans la ville, un petit peu dans tous les sens, en vélo, que ce soit le déplacement ou même juste de garer son vélo, on est en plus sur des vélos de plus en plus chers. Je pense que beaucoup plus de gens qu'avant s'équipent avec des triporteurs et des long-tails qui coûtent quand même un certain prix. Et on n'est pas forcément à l'aise de le laisser dans la rue comme ça. Donc il y a déjà des très beaux équipements à côté du RER. Je ne sais pas comment c'est possible d'élargir ça à des endroits plus divers dans la ville, mais ça me semble aussi important de l'avoir en tête, même si ça concerne peut-être un peu moins de monde. Je pense qu'il y a un projet au niveau de Vallée Sud Grand Paris sur les radiales, sur les transversales entre communes. J'ai vu ça dans le rapport, hein, mais moi je ne suis pas quelqu'un de Bourg-la-Reine. En fait, on a le revers de la médaille en quelque sorte, parce que nous avons de très bons axes, effectivement, la Nationale 20, ex-Nationale 20 et puis les transversales, mais elles sont aussi départementales. Donc ce sont des grands axes, vraiment il y a beaucoup de trafic et on peut les emprunter en vélo, mais le fait de les aménager pour
Pour que les vélos puissent le mieux circuler, ça nécessite des pistes cyclables qui ne sont pas encore réalisées. Alors, sauf dans le tronçon qui est en cours de travaux, qui s'appelle rue de la Bièvre, rue du 8 mai. Donc là, les travaux sont en cours et on a fait en sorte qu'il y ait des aménagements cyclables de qualité. Mais il y a d'autres axes qui sont encore départementaux, et qui, typiquement la RD 60, avenue Gallois et avenue Victor Hugo, qui ne sont pas encore aménagés. Mais on est en train d'y réfléchir et de voir avec le département justement comment les aménager, ce qui suppose souvent une réduction de la place de l'automobile, parce que d'une façon ou d'une autre, soit il faut reprendre sur la chaussée empruntée par les véhicules, soit il faut reprendre sur les stationnements utilisés aussi par les véhicules automobiles. Donc si on ne veut pas limiter la largeur des trottoirs pour les piétons, ni limiter l'emprise des aménagements paysagers, les arbres, les petits aménagements paysagers, etc. Donc tout ça, c'est un espace contraint. On essaie de voir comment effectivement permettre à des cyclistes de passer en toute sécurité en créant les cheminements sécurisés. Mais c'est long de mettre en place tout ça. Mais justement, l'objet de ce type de consultation, c'est de recueillir là-dessus vos demandes, vos avis, vos suggestions, et ensuite de mouliner tout ça pour être encore plus, je dirais, actif, fort et convaincu des solutions à apporter. On va peut-être passer à la thématique suivante. Allez-y. C'est moi l'horloge. Non, je n'hésite pas. Les piétons ont peur, légitimement peur de se faire passer dessus par un vélo. Voilà. Et que le vrai, c'est ce que disait madame, le vrai truc, c'est ce qu'il y a d'ailleurs, les coronapistes, c'était ça, c'est des vrais séparatifs. Les vélos sont que des endroits pour les vélos, les piétons ont leur endroit et les voitures le reste. Je suis bien d'accord. Sur la partie montante, j'espère que le 92 et le 94 ne feront pas la même erreur entre Bourg-la-Reine et la Porte d'Orléans. Bien, on va attaquer puisque on est un peu limité au point de vue temps. La deuxième partie de cet atelier, donc sur les ressources françaises, je ferai un petit focus un peu plus important sur l'alimentation et l'agriculture, parce que c'est quelque chose que je connais assez bien. Les matériaux et minerais, qu'est-ce que nous avons comme problème en France? On a des matériaux, des minerais, mais pas très riches en densité de ces minéraux. Mais si on veut faire un effort, au point de vue fer, on a encore largement de quoi faire. Dans l'est de notre pays, en Lorraine, il y a encore plein de fer dessous. Donc il y a très peu au niveau des métaux, sauf les métaux rares dont on a besoin pour toutes nos applications électroniques. Les industries, vous avez vu qu'elles étaient parties en grande partie et que c'est un souci. Je ne vais pas aborder ce problème-là politique. On regardera un peu les énergies utilisées pour le chauffage, le logement et les déplacements motorisés. L'alimentation. Alors là, je vous ai mis une figure un peu pour vous provoquer. C'est issu du Monde, du journal Le Monde de la semaine dernière. On est totalement autonome, quoique vous attendiez au niveau de la presse. Si on manque de moutarde, c'est parce qu'on trouve de la graine de moutarde un peu moins chère ailleurs et qu'on ne développe plus la fabrication. Et enfin, la fabrication, on l'a, mais on ne développe plus la pousse des graines de moutarde. Donc, sur l'alimentation de base, on n'a aucun problème pour nourrir notre population. Je vous ai mis là les chiffres de production actuels de cette année en céréales. Vous voyez, 34 millions de tonnes. Maïs, 11 millions de tonnes. Orge, 11 millions de tonnes. Pommes de terre, 6 millions de tonnes. L'huile, tournesol, colza. Évidemment, si vous voulez de l'arachide, on n'en cultive pas en France. Mais dans toutes ces huiles qui sont des bonnes huiles, vous pouvez avoir ce qu'il faut. L'huile d'olive, nous avons des partenaires européens qui pourront largement suffire à nous abreuver en huile d'olive. Pour les viandes rouges et blanches, il n'y a pas non plus de gros problèmes, même avec une alimentation animale non importée. Ce que l'on vit ici, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais à l'INRA pendant une vingtaine d'années, où on passait notre temps. Alors, pas de mon laboratoire.
je me défausse là, passer son temps à trouver les meilleurs moyens de faire grossir les animaux, que ce soit de la volaille, porc et bovin ou veau, le plus vite possible avec les aliments les plus énergétiques possibles. Et donc c'est pour ça que l'on a importé du soja, on importe un certain nombre de produits venant d'Amérique du Sud pour alimenter nos animaux, mais théoriquement on n'a pas besoin du tout avec de l'herbe. Les animaux sont des fermenteurs et ils peuvent très bien utiliser, les bovins sont des fermenteurs, ils peuvent très bien utiliser l'herbe, mais bon, ça pousse moins vite. Voilà le problème. Alors, notre problème dans ce domaine, c'est les agriculteurs. Alors, les agriculteurs, 50% de nos agriculteurs vont partir à la retraite dans les 10 à 15 ans à venir. Il n'y a pas beaucoup de remplaçants. Et il va falloir qu'ils changent de mode de culture. Ils sont soumis à des sécheresses qui vont se répéter de plus en plus. Je vous verrai un peu plus tard dans une autre partie de l'atelier où je vous parlerai de ça. Et donc, trop d'âge qui s'amplifie, la sécheresse, pas assez de bio. Il y a une grosse demande, 10% de bio par an en Île-de-France, demande d'achat. Et alors, on importe, alors qu'on pourrait très bien la produire. Et puis, la PAC, elle est mal distribuée. Voilà. Donc, voilà les problèmes que l'on a au niveau de l'agriculture. Maintenant, je vais vous montrer ça, c'est un document qui est produit par le ministère de l'Agriculture. On est à peu près partout, par rapport en Europe, premier partout. Bon, un peu moins en bas, mais donc sur l'alimentation, pas de risque. On ne risque pas de mourir de faim. Donc, au niveau des énergies en Île-de-France, je vais vous parler de la consommation et de la production d'énergie. Alors la production, c'est très, très vite fait. On produit 5% de l'énergie que l'on consomme en Île-de-France. Donc pas grand-chose. Alors, au niveau des productions, au niveau de ce que l'on a besoin, ça c'est le tableau de gauche. Le bois, alors les expressions, c'est en térawatts. Un térawatt, c'est 1 milliard de kilowattheures. C'est quand même assez important. Le bois, c'est 4,7 térawatts. On n'a pas la ressource en Île-de-France, pas totalement. Donc on doit importer de nos régions et on doit en importer de l'extérieur. On doit en faire venir de pays producteurs comme la Finlande, le Canada et l'Amérique du Sud. Le chauffage urbain. Le chauffage urbain, c'est ce que nos incinérateurs produisent. Vous avez les trois gros incinérateurs autour de Paris qui alimentent des réseaux de chaleur, donc qui chauffent de l'eau et ça fait de la vapeur qui va chauffer les radiateurs de pas mal de... Et donc, c'est 11,5 terawatts. Le pétrole est totalement importé. On en produit 1 million de tonnes en Île-de-France. On a quelques gisements de pétrole. L'électricité est totalement importée. Ce n'est pas les quelques panneaux solaires que certains ont, qui produisent suffisamment. Le gaz fossile, c'est pareil, alors qu'en ce moment, se met en place dans la deuxième couronne, là, chez les agriculteurs, beaucoup de méthaniseurs agricoles. Et alors, ça produit, mais il y en a une cinquantaine en ce moment. Et la région voudrait qu'il y en ait autour de 150. Le problème, après, c'est qu'est-ce qu'on fait des digestats? Est-ce qu'ils sont bons à répandre et servir d'engrais pour les terres agricoles? C'est là le gros problème de limitation de ces méthaniseurs. Et j'ai mis en rouge la géothermie, parce que ça, c'est une chance que l'on a. On est dans un bassin quaternaire, on a des nappes souterraines qui peuvent nous fournir de l'énergie. Actuellement, vous avez une nappe sous nos pieds, là, le Dogger, à moins 1500 mètres, qui est autour, ici à peu près, dans votre zone, à 70 degrés. Donc on fore, et on met des pompes à chaleur, et on peut alimenter comme ça tous des quartiers entiers. En ce moment, sur Vélizy, vous avez un forage qui est terminé, qui va alimenter la ville avec ce réseau. Un autre qui est en prévision sur Meudon-la-Forêt. À Châtenay, il y en a un autre. Donc, on a actuellement 500 000, pas 500 000, on a 200 000 logements
sur les 5,5 millions de logements que l'on a en Île-de-France qui sont alimentés et chauffés par la géothermie. On pourrait aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est que ça vaut très cher à mettre en place. Un forage qui est double, parce qu'il faut que l'eau monte et l'eau redescend, c'est autour de 15 millions d'euros. Plus, après, il faut étendre le réseau de distribution de la chaleur. Alors, les usages de ces énergies, bon, l'agriculture, c'est très peu. L'industrie, bon, pas énormément, puisqu'on a perdu beaucoup d'industrie. Mais le transport routier, c'est important. Et c'est surtout le chauffage résidentiel et le chauffage tertiaire. Donc, le tertiaire, ce sont les bureaux. Donc, on est à 210 sur une production française qui tourne autour de 1400 terawatts par an. Et il faudrait que ça baisse. Et ça, pour l'instant, ça ne baisse pas beaucoup. Alors, voilà, je vous ai présenté. Alors ça, c'est des documents qui sont présentés par l'Institut Paris Région chaque année pour faire l'évaluation de ce que le document énergétique de toutes les consommations et usages de l'énergie en Île-de-France. Donc, ici, sur la gauche, vous avez la consommation énergétique dans le bâti résidentiel en 2017. Plus c'est rouge, plus on consomme d'énergie. Pourquoi ? Parce que plus on s'éloigne du cœur de Paris, moins on est chauffé par des réseaux de chaleur. Et donc, plus on consomme de l'énergie. C'est un peu moins vrai pour les problèmes des bureaux. Les bureaux, il y a peu de bureaux qui sont reliés. Alors ici, vous voyez, les bureaux, ils sont concentrés à l'ouest parisien. Et donc, il y en a relativement peu qui sont sur des réseaux de chaleur, donc qui consomment du chauffage individuel. Alors, pour les transports, on en parlait tout à l'heure, on observe quand même une réduction de la consommation d'énergie dans les transports par habitant. Vous voyez, à Paris, entre 2005 et 2018, on a réduit de 43%. Le Parisien prend beaucoup les transports en commun et marche un peu aussi, donc peu de voitures. La petite couronne suit le même mouvement. Vous voyez, il y a 31% de réduction de la consommation d'énergie dans les transports par habitant. La grande couronne, là, souffre beaucoup parce que ils sont assez éloignés des transports en commun, donc ils sont toujours obligés de prendre leur voiture pour aller à une gare ou leur voiture pour aller directement, ou leur moto pour aller directement à leur travail. Donc au total, l'Île-de-France a réduit d'une vingtaine de pourcents en 13 ans d'analyse de ce document. Oh, pardon, excusez-moi, ça a été trop vite, bien trop vite. Là où je vais conclure cet atelier, vous voyez, on a eu cette année des vagues de chaleur importantes, ce qu'on appelle des canicules. Si on ne fait rien, ces canicules vont s'augmenter de plus en plus. Là, c'est le GIEC, ça, c'est les analyses du groupement qui étudie le climat. Et plus c'est rouge, plus vous allez avoir de périodes de canicules. Et pour celle-là, ça va être assez terrible puisqu'on aura des 45-50 degrés pendant plusieurs semaines. Alors, en bas, vous avez les prévisions toujours du GIEC d'évolution de la température moyenne au niveau de notre pays. On espère rester en dessous de 1,5, ça c'est le protocole de Paris. Et donc, qu'est-ce qu'on pense actuellement, où on en est? Que dit le GIEC? On a une des vice-présidentes du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, qui travaille un peu avec nous. On est largement sur cette pente-là en ce moment. Donc, on est en train de dépasser largement, et le point de rupture, disons, c'est entre 2030 et 2050. Si on n'agit pas très fort avant cette période-là, on a peu de chances de limiter la casse. Donc, plus le climat chauffera, eh bien, l'eau montera. On a des millions de gens en France, il y a près de 10 millions de gens qui vivent dans des zones inondables par la mer.
Donc il va falloir qu'ils refluent. Et dans le monde entier, vous avez énormément de gens qui vivent le long des côtes. Donc il y aura beaucoup de reflux de ces gens qui habitent en bordure des zones inondables. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ces problèmes de ressources et d'énergie. Si vous voulez, on peut là discuter, si vous le voulez. Je vous ai assommé avec l'énergie et la chaleur. Vous vous dégagez chacun à 80 watts, hein, donc on chauffe bien. Hein. Ça dépend, c'est autour de 80. Très bien. Vous avez conclu avec une direction à prendre pour les années futures, 2050, moins de voitures, plus de vélos, plus de marche à pied. Puis là, vous ne le faites pas du tout dans cette partie-là, alors que dans les rapports du GIEC et les bilans carbone personnels qu'on peut faire, il y a quand même des gros efforts à faire sur l'alimentation et l'énergie. Et c'est vrai que alors vous le montrez peut-être plus tard, mais je trouverais que ce serait bien de conclure cette partie par quelques grandes pistes de progression personnelle. J'ai voulu raccourcir. Ça marche. J'ai voulu raccourcir. Mais vous avez parfaitement raison. La consommation énergétique de nos véhicules et de nos tant voitures que motos, c'est bien trop important. Mais le problème, c'est qu'il va falloir trouver des moyens de produire de l'énergie qui convienne à tout le monde. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat. J'ai essayé de l'éviter. Je voudrais juste dire 2-3 choses. Merci pour toutes ces présentations, d'abord. Je voudrais dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de solutions envisageables, et notamment rappeler que le territoire a fait un plan climat, air, énergie territoriale. Donc ce serait peut-être bien que les gens, j'imagine qu'il y a des gens ici qui le savent, mais que les gens, d'une manière globale, savent un peu plus en quoi ça consiste. Et il y a un cabinet... Carbone 4 qui disait qu'en fait, les efforts étaient à partager entre l'État, les collectivités, les entreprises et les personnes. Donc en fait, on a tous un rôle à jouer, il faut se coordonner. Et effectivement, ce qu'on peut faire dans une ville, je pense qu'il faut le coordonner avec ce qui peut être fait au niveau d'un territoire. Et on peut faire des éco-gestes, c'est très bien, mais l'important, c'est que tout le monde fasse quelque chose, parce qu'on ne pourra pas, chacun, ce ne sera pas suffisant. Les entreprises ne pourront pas à elles seules faire des choses s'il n'y a pas de consommateurs qui sont en face pour accepter leurs nouvelles offres de production, etc. Enfin voilà, donc c'est un ensemble. Donc ce que vous nous présentez, c'est super. Simplement, il y a plein d'autres choses à dire, notamment sur les ressources. On est quand même dans un monde qui utilise des ressources qui viennent de partout. Et on est, en fait, en Île-de-France, par exemple, il y a des gens qui ont fait des études de métabolisme urbain. Ça montre bien qu'on est hyper dépendant du reste du monde. On a en même temps un impact immense ailleurs et en même temps, on est hyper vulnérable. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on essaie de diminuer tout ça. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Enfin, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai et voilà. Vous avez parfaitement raison, mais comme je développe un petit peu ça après, je ne l'ai pas mis. Mais je reviens sur les plans climat, air, énergie territoriaux. Donc là, c'est le plan de votre collectivité. Il est terminé, il a été voté. Il a été voté. Alors, ce qu'on s'aperçoit, on a fait, nous, au niveau de notre fédération Île-de-France, Nature Île-de-France, une sorte de bilan. Et on est un peu catastrophé de ce qui se passe parce que on a l'ADEME. Je suis, moi, à la commission des aides financières de l'ADEME. Donc, je vois passer tous les dossiers. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de collectivités territoriales ont sous-évalué au niveau de leur bilan les émissions à la fois de gaz à effet de serre et d'énergie. Donc, après, elles ont conclu... Je ne dis pas ça pour votre zone, hein, je n'ai pas regardé. Ils ont conclu qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on est déjà les meilleurs. Moi qui suis dans GPSO, j'habite GPSO, Grand Paris Seine-Ouest,
4,5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par habitant à GPSO, alors que la moyenne nationale est de 11,5. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas pris tout ce qui était les déplacements, les transports à l'extérieur de leur zone, et ils n'ont pas pris les transports et tout ce qui arrivait et repartait vers l'étranger, etc. Donc, ils ont pris que ce qu'on appelle le scope 1, c'est-à-dire le plan cadastral. Tout ce qui était émis par l'intérieur. Ils n'ont pas rajouté tous les mouvements, tous les déplacements qui sont énormes. Donc ça, c'est... Pour l'instant, il va falloir retravailler très fortement. Vous avez une communauté de communes Saint-Quentin en Yvelines, elle est à 19,5. Ils ont pris en compte, parce qu'il y a pas mal d'entreprises, ils ont pris en compte toutes les émissions et les ont fait à peu près bien. Là, je suis désolé, là je reprends une casquette professionnelle, mais c'est vrai qu'on a un vrai sujet au niveau de la comptabilisation du carbone, où on a du double, triple, quadruple le comptage, suivant le scope qu'on va prendre, et avec le gros problème derrière que, oui, tout le monde doit faire des efforts, ils doivent être coordonnés, mais si on impute des émissions à des acteurs qui ne sont pas ceux qui sont réellement à la source de l'émission, on risque de ne pas mettre les bonnes incitations pour faire réduire l'émission en question. Donc d'un point de vue, c'est absolument pas neutre la manière dont on comptabilise les émissions. C'est quelque chose qui n'est pas encore bien clair dans les esprits, mais d'où les taxonomies, etc. Merci beaucoup de ces précisions. C'est pas facile, mais quand même, quand on trouve 4,5, il faut faire un peu attention à ce qui est publié tout autour de nous. La région a publié autour de 11, la ville de Paris, c'est autour de 12, donc... Une grande collectivité comme GPSO n'aurait pas dû trouver 4,5. J'ai une question. Quand on parle de ressources et d'énergie, moi, ça me fait penser aux déchets et au recyclage. Et comme là, c'est un thème de développement durable, je voulais savoir si dans les ateliers, on allait aborder cette thématique dans ce thème de ressources et d'énergie. Je vous ai rien présenté parce qu'on m'avait dit de limiter un peu. D'accord. Mais on peut en parler, hein. Ça c'est un gros problème. Tout ce qui est, par exemple, je fais une petite digression si j'ai le temps. Donc là-dessus, vous avez les parties qui sont organiques, les déchets verts, déchets ménagers, quand vous épluchez des pommes de terre ou des carottes et tout ça. Tout ceci pourrait être fermenté. Donc il y a une évolution vers une séparation. Alors il va falloir que nous fassions, nous, les citoyens, beaucoup d'efforts pour utiliser un certain nombre de poubelles, pour serrer, pour sélectionner et pas faire de bêtises, pas mettre des canettes dans la partie où vous voulez essayer de faire fonctionner un méthaniseur. Il y a un très gros méthaniseur qui est en future construction sur le port de Gennevilliers, qui utilisera 50 000 tonnes. Il est destiné à utiliser nos déchets organiques. Vous voyez, ça commence à venir, il sera peut-être fonctionnel en 2024-2025. Donc on va vers ça, mais on y va trop lentement. Il y a d'autres pays comme en Allemagne ou au Danemark, ils sont les pros du recyclage, et eux, ils ont 5 poubelles chez eux même. Oui, et vous avez en Suisse des communes avec 7 poubelles. Et là-bas, ils mettent des amendes. Hein. En Suisse, paf. Le 1er janvier, il y aura des poubelles pour les déchets organiques sur la ville. Et voilà. Une de plus. Voilà. Mais bon. Tu enlèves un bleu et tu mets... J'enlève un bleu, j'enlève une tournée de bleus, j'enlève pas des bleus. Non. Oui, absolument. Et nous serons les trieurs. Il faudra trier. Alors il y aura, je pense, toute une documentation à faire au niveau des collectivités territoriales pour expliquer le tri. Même moi, je me trompe encore. Alors vous faites pas. Oui. Mais posez la question, posez la question.
On passe à la suite. Donc on va passer à l'aménagement spatial et l'urbanisme. J'insiste surtout sur l'urbanisme. Excusez-moi, ça va trop vite. Tac, tac, tac. Donc la ville, quand une ville va se développer, où elle va se développer? Il faut remonter dans les siècles. Prenez un peu en exemple Paris. Vous avez deux exemples, Paris et Arles. Arles, c'est une ville romaine. Paris a été aussi une ville romaine à un certain temps. Donc nous sommes dans des héritages de ces villes. La ville romaine, il n'y avait pas de guerre à l'époque, ou très peu. Il faut passer le passé assez ancien romain. Donc il n'y avait pas de rempart. C'était une ville ouverte, rectangulaire, tac, avec des voies bien prévues. Ensuite, c'est devenu un peu l'anarchie. Et donc les villes se sont fermées, elles se sont entourées de remparts. Paris, il n'y a pas très longtemps, ça fait une centaine d'années à peine, je crois, que les boulevards extérieurs où il y avait des remparts ont été éliminés. Et il fallait qu'il y ait un terrain propice et qu'il y ait l'accès à l'eau et l'accès à la nourriture. Paris, c'était très bien, de l'eau, la Seine, et puis une région riche. Des voies de communication, des transports, des logements, le commerce et les activités. Donc des aménagements publics. Plus la ville se complexifie, plus il faut d'aménagements publics. Les espaces de culture, théâtre, cinéma, des espaces de détente, des jardins, parcs et espaces naturels. Donc on devrait de plus en plus penser à ces espaces naturels et des adductions, eau, gaz, électricité, téléphonie, etc., évacuation des eaux usées et les ordures. Donc voilà, c'est déjà un gros bilan pour faire une ville, et ça, c'est ce que toutes nos villes ont vécu. Elles ont un peu oublié, c'est les nuisances, le bruit, l'air, l'eau, le vent, les intempéries, c'est un peu oublié. Donc ceci revient, et les associations de protection de l'environnement, elles poussent un peu pour que les villes puissent prendre en compte ce genre de pollution. Alors le problème, c'est qu'on ne construit pas une ville n'importe comment. Il y a un tas de règlements et de lois qui contraignent les collectivités territoriales. Et alors je vous les ai mis dans l'ordre là, parce que c'est l'ordre d'importance et de compatibilité. Il faut que ces villes respectent le schéma directeur de la région Île-de-France. Ce schéma qui est de 2013, il est en révision actuellement. Tout le monde y travaille dessus, les collectivités sont interrogées et elles donnent leurs avis, et les associations de protection de l'environnement aussi. Ensuite, dessous ce schéma directeur qui a donné un certain nombre de pistes pour l'urbanisation, elle fait des pastilles, là vous aurez le droit de construire, là vous n'aurez pas le droit de construire, etc. Elles en avaient mis beaucoup en Île-de-France. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale. Il est en cours d'être voté au niveau de la métropole du Grand Paris. Il est voté, hein, mais on a des avis à donner encore. Hein. Ensuite, sous ce SCOT, vous avez les plans locaux d'urbanisme maintenant intercommunaux. Donc ça se traite au niveau de la collectivité territoriale. Par expérience, ce qu'on voit, c'est surtout une agrégation des différents plans des communes. Et est venue aussi une loi qui a été un peu assez rigide et qui a imposé de construire 70 000 logements au minimum par an. La troisième condition, mais qui n'est absolument pas respectée, c'était les préfets de l'Ouest parisien qui avaient dit qu'il faut rééquilibrer l'agglomération centrale. Il y a trop de bureaux à l'Ouest. Il faut déplacer et éviter que les gens qui dorment à l'Est viennent travailler à l'Ouest. C'est tous les grands mouvements des RER A essentiellement et de la ligne 1 du métro. Ça, donc 2 mètres carrés de logement pour 1 mètre carré de bureau, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais marché. Bon. Des logements sociaux, c'est un impératif, 25%. Alors comme monsieur le maire est le présent, je ne vais pas insister, mais à Bourg-la-Reine, on n'est pas à 25%, je crains.
C'est à 19. J'avais trouvé un chiffre plus bas, alors je ne l'ai pas dit. D'accord. OK. Donc, vous payez une petite contribution pour ceux qui ont un peu plus de 25, c'est ça? Voilà. Bon. Alors, après tous ces règlements, vous arrivez, la région, elle intervient aussi. Elle se fait son schéma régional, climat, air, énergie. L'État, lui, impose ce qu'on a dit tout à l'heure, les plans climat, air, énergie territoriaux. La région revient avec son schéma régional de cohérence écologique et environnementale. Et après, vous avez toute une série de plans. On croule. Hein. En France, on croule sous les plans. Je m'amuse un peu à vous les dire. Là, c'est le plan de prévention des risques naturels, le plan de prévention des risques d'inondation, le plan de prévention du bruit dans l'environnement, le plan de gêne sonore, le plan de prévention de l'atmosphère. J'ai travaillé sur celui-là, il est en train d'être révisé. On croule, et là j'ai mis beaucoup de points de suspension, parce que il y a encore plein d'autres plans, et donc c'est vraiment très délicat de monter une urbanisation qui tienne compte de toutes ces contraintes. Alors, il y a des gens, des architectes, qui ont fait du nettoyage. Ils ont dit, il en a ras-le-bol. Ça, c'est le plan de Le Corbusier pour Paris, des années 22-25. Il y avait plus d'habitants. Il y avait 3 millions d'habitants à Paris à cette époque-là. On n'en est plus qu'à 2,2 millions. Il rassemblait Paris dans une vingtaine de tours. Il avait tout rasé. Hein. C'était sur dalle. Donc, ce plan n'a pas fonctionné. Par contre, qu'est-ce que vous voyez là? Hein? Vous voyez quoi? La Défense, c'est exactement le plan voisin. Hein? On a construit sur dalle des tours de bureaux qui consomment. Alors, je ne vous dis pas, j'ai étudié ça longuement parce qu'on a fait une étude avec l'EHPAD, c'est-à-dire l'association qui gère les tours. C'est énorme, c'est entre 1500 watts par... Oui, à l'époque, il y a longtemps, je vous parle de ça. Et c'était entre 1500 watts et 1500 kilowatts et 500 kilowatts le mètre carré. Donc les tours au niveau énergétique, c'est n'importe quel tour, même construit, il faudrait que ça soit une bouteille thermos. Ça existe, il y en a une à Dijon, elle fait 10 étages, mais c'est une bouteille thermos. Vous avez toute petite fenêtre, etc. Alors là, c'est quasiment énergie positive, mais vous n'arriverez jamais à faire des grandes tours. Donc les tours, c'est une imbécilité majeure d'un certain nombre de communes. Je ne dis pas à Bourg-la-Reine. Heureusement, il n'y a pas de tours. Alors les problèmes de nos villes. Une ville comme Paris, elle souffre d'une surchaleur. Elle est tellement concentrée, tellement ramassée, qu'entre sa périphérie et le centre-ville, vous avez entre 5 et 10 degrés de différence. Et ça, quelle que soit la journée, et quelle que soit l'heure de la journée, le soir, les bâtiments ont été chauffés. Alors je parle évidemment de l'été. Les bâtiments ont été chauffés par inertie thermique. Les matériaux relâchent leur chaleur et vous n'avez pratiquement pas de refroidissement. Ça, c'est des études de l'ADEME. Donc, de même, ça a été publié par un journal, mais c'est l'ADEME aussi. Donc, température, il faut faire attention. Si on veut essayer de lutter contre les canicules, il va falloir essayer d'étaler un peu plus la ville. Mais on ne veut pas trop étaler, on ne veut pas manger de surface de terre agricole. Donc, il va falloir beaucoup réfléchir à la manière dont on construit, avec les matériaux avec lesquels on construit. Alors, je regarde un petit peu aussi ce qui se fait sur Bourg-la-Reine. Et Bourg-la-Reine, on a essayé de regarder ce qu'il y avait au niveau des espaces verts, puisqu'une des manières de lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'avoir plus de verdure dans nos villes. Quand vous allez dans un bois qui fait très chaud, vous allez sous les arbres, il fait entre 5 et 10 degrés de moins qu'à l'air libre, lorsque vous n'êtes pas sous les arbres. Donc même dans vos rues, dans une rue arborée, vous avez c'est à peu près la même, au moins 5 à 8 degrés de moins quand vous êtes au pied de l'arbre par rapport à la chaleur sur le houppier.
Donc on a regardé ce qui se faisait au niveau, quelle était la richesse en espace vert de la ville de Bourg-la-Reine. Et ça, c'est un travail, je compare un travail qui a été fait par l'Institut Paris Région, donc un organisme officiel de la région, qui a des conditions d'analyse qui sont très différentes de celles que nous avons utilisées, puisqu'ils ne prennent pas les espaces verts en dessous de 5000 m². Nous avons, alors quand je dis nous, c'est nos associations d'environnement du département des Hauts-de-Seine, Environnement 92. On a analysé avec un pas d'études de 25 cm. On est capable de voir tous les arbres de nos rues un par un. Donc on est arrivé, alors vous voyez, là vous avez une rue, c'est très gris, là c'est relativement vert. Et on a une grosse différence, on a trouvé une très grosse différence entre les deux analyses. On a 35 hectares de plus quand on prend, alors évidemment c'est les jardins personnels, les jardins privés. Mais ça, au niveau de la qualité de l'air et au niveau des émissions, ça joue aussi pour les voisins qui n'ont pas de jardin. Donc vous voyez les statistiques que l'on a fait, on a trouvé 36 hectares d'espace vert en plus que le mode d'occupation des sols. C'est lié au jardin des particuliers. Et on arrive, quand on fait les fameux rapports de l'Organisation mondiale de la santé, qui demande qu'il y ait au moins 10 m² d'espace vert par habitant. Alors, il y a une petite condition que je passe, c'est-à-dire accessible. Là, il y en a qui ne sont pas accessibles. Mais ça fait quand même autour de 35 m² par habitant. Donc vous avez une ville qui est assez verte, mais on peut toujours améliorer. Et on peut toujours améliorer. Voilà quelque chose qui s'est amélioré. Je n'ai pas été incité à vous la montrer. Vous avez juste là à côté l'avenue Carnot, le boulevard Carnot, qui a été végétalisé. Et puis vous avez des pavés autobloquants qui laissent passer l'air. Et vous avez une magnifique double rangée d'arbres. On a supprimé des voitures, évidemment. Les stationnements des voitures, quand on stationne sur la rue, on stationne sur un espace public. Il faut le savoir, ça aussi. Donc, quand on peut avoir un garage, il faut mieux rentrer sa voiture dans le garage que le laisser sur l'espace public. Donc, c'est un effort qui a été fait. Peut-être que ça continuera, je ne sais pas. Je pose la question comme ça. Alors, la ville qui pourrait être rêvée, c'est une ville belle, ergonomique pour tous et anticipe les besoins de demain, tout en répondant aux besoins d'aujourd'hui. Donc ça, c'est du développement durable. L'habitat mixte, petit collectif maison, bien isolé thermiquement, des larges avenues, plantées d'arbres, etc., collectif. C'est un peu tout ce que je vous ai raconté. Réduction des trajets. Il faudrait réduire les trajets entre logement et travail. C'est quelque chose que, depuis les années 50, c'est une idée qui court. On n'arrive pas à la résoudre. Des circulations douces privilégiées, des transports en commun. Et puis, alors, pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est les espaces verts, parcs et jardins, etc., etc. Et biodiversité, les arborisations beaucoup plus importantes. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce chapitre-là. Donc, on peut essayer de discuter si vous avez des problèmes sur Bourg-la-Reine. Je vous ai bloqué. Pourtant, vous avez un bel exemple juste à côté. On pourra y aller à pied, s'y promener. Oui, j'ai une question alors, qui est relative à la mobilité également. Donc, vous avez dit que les transports par véhicule personnel ont beaucoup diminué dans Paris et la première couronne. Ouais. Donc, concomitamment, on devrait constater une baisse de la pollution de l'air. J'imagine. Mais il est très très difficile. Moi j'ai cherché les données sur la pollution de l'air dans Paris ou même en petite couronne. Il est très très difficile de voir ces données et de comparer les données sur... Vous avez Air Paris ville par ville. Oui, en instantané. Oui. Mais on n'a absolument pas de données sur une progression depuis 1980, 1990, etc. Écoutez, je suis preneur de... Je les ai. Parce qu'on entend encore beaucoup dire, mais de toute façon, la pollution n'a pas diminué. Elle baisse. Elle baisse un peu, mais les seuils montent. L'OMS vient de remonter fortement ces seuils. Donc,
On ramera toujours encore beaucoup parce qu'on est très loin maintenant des seuils de l'OMS. Alors, ils ne sont pas adoptés ni par l'Europe, ni par la France pour l'instant. Donc, si la France et l'Europe les adoptent, on sera encore très loin. On a, par rapport aux constantes, enfin au seuil fixé actuellement, ça baisse depuis 2000. Ça a baissé de 15-20%. Mais on voit au niveau des statistiques des gens qui sont atteints par ces pollutions, hein, c'est les statistiques des analyses médicales de l'ARS et de l'Observatoire régional de santé. Il y a toujours autant de mortalité. Hein. On est là, on est en contentieux contre l'État, mais il faut qu'on s'y mette tous hein, pour... Merci pour tout ce que vous nous dites, c'est extrêmement intéressant. Je me tourne vers la ville. Est-ce qu'il y a une réflexion dans la ville quant aux différents usages de machines qui polluent, qui font du bruit et qui... enfin, je pense aux machines qui soufflent les feuilles, aux machines qui nettoient les rues, qui sont sans doute assez énergivores. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein de la ville sur leur utilisation ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Je suis toujours peiné effectivement par les machines qui nettoient la rue, qui font beaucoup de bruit. Bon, parce qu'avant on le faisait avec un balai, mais maintenant il n'y a plus personne pour tenir les balais. Mais ce que je veux dire, que dès cette semaine, il va y avoir une expérimentation avec des véhicules électriques pour justement faire le nettoyage. On va les remplacer progressivement par des véhicules électriques qui sont tout à fait expérimentaux. Il n'en existe pas encore beaucoup. Hein. On avait testé l'année dernière, mais malheureusement, le fabricant a arrêté parce que ça ne fonctionnait pas. Et on va justement réessayer cette semaine, mais on est tout à fait sensible, et moi le premier, au niveau du bruit sur la ville, et on essaye, au niveau au moins de ce qui nous concerne directement, de le réduire en changeant d'équipement. Après, c'est les voitures, les bus. Alors, pareil aussi, alors ça, c'est pas tout de suite. Au niveau des camions ramassage d'ordures, ils vont progressivement passer à l'hydrogène hein, dans le marché qui va démarrer en 2024. Il est prévu que tous les camions seront à l'hydrogène avec une station hydrogène sur le territoire. Et les véhicules de technique, ils sont tous aujourd'hui, pratiquement, on n'achète plus que des véhicules électriques ou peut-être hybrides. Mais on n'achète absolument plus aucun véhicule thermique. Oui. Est-ce que ce sera un hydrogène vert ? Écoutez, ça, on va essayer, hein, je sais bien. Mais, oui, évidemment. L'hydrogène, aujourd'hui, il est produit essentiellement par électrolyse. Il faut bien sûr. Hein. Mais bon, de toute façon, l'hydrogène, ce n'est qu'une pile. Hein. C'est rien de plus. Hein. Ça ferait fonctionner un moteur électrique et puis c'est tout. Hein. Mais bon, au moins, je dirais, bien sûr, on peut dire qu'on reporte peut-être la pollution ailleurs, mais enfin, ensuite, il faut voir comment est produite l'électricité. L'électricité par le renouvelable, peut-être par le nucléaire et autres. Mais bon, en tout cas, on ne saura pas la produire, en Île-de-France. Hein. Craquer le méthane. C'est un hydrogène qui n'est pas issu du fossile. Et oui, non, évidemment, oui, bien sûr. On arrive à un rendement qui est à 25% hein, entre l'énergie primaire et puis le rendement au niveau du moteur électrique qui suit le réservoir hydrogène, parce qu'il faut quand même savoir que c'est rien de plus que ça. Hein. On a le même moteur, un camion avec un moteur électrique. Vous changez la batterie avec un réservoir d'hydrogène, hein, c'est à peu près ça. Hein. Sans vouloir mettre les pieds dans le plat, l'hydrogène, c'est très dangereux. C'est dangereux parce que ça explose au contact de l'air. Une partie d'hydrogène, une partie d'air, boum. Donc, il faut avoir des systèmes de protection, de sécurité. Ça peut marcher que sur des gros véhicules, les petits.
Donc à Bourg-la-Reine, vous n'avez pas de problème d'aménagement de la ville, vous la trouvez extrêmement... Elle est très verte, hein. C'est ce qu'on a fait l'enquête en février dernier sur ce que souhaitaient les Navégiennes comme commerce, genre ou activité. Le cinéma allait revenir très souvent dans les réponses. Et on a eu, il faut le savoir, 800 réponses, ce qui est beaucoup pour une ville de 20 000 habitants. Et en fait, les cinémas, il n'y a que 4 personnes sur les 800 personnes qui ont répondu, qui ont dit qu'ils voulaient un cinéma. Voilà la réponse que je peux vous donner. Oui, puis alors il y a Sceaux, il y a Antony, il y a Calchon, il y en a un peu partout. Et alors on a le cinéma de l'été en plein air. On a aussi au conservatoire régulièrement des très bons films anciens, souvent, mais des bons films. Donc c'est effectivement aujourd'hui pas mis dans les priorités. Désolé. Si on est dans la logique de limiter les déplacements de ville entre villes, c'est mieux d'avoir le plus d'équipements possible. On est d'accord, mais on peut aller à Sceaux, à Antony, à Cachan, à pied, en vélo, en RER. On a tous les moyens possibles à notre disposition. Et en bus. Allô ? Oui, je voulais juste apporter une précision sur le SCOT. Effectivement, on peut voter en ligne, enfin pas voter puisqu'il a déjà été voté, mais on peut donner notre avis jusqu'au 5 novembre. Il suffit donc d'aller sur le site de la ville, on tape SCOT dans la barre de recherche et on peut donc avoir accès au lien direct, ou bien c'est dans la rubrique actualité. Voilà, donc n'hésitez pas à aller donner votre avis sur ce sujet. C'est important parce que on s'aperçoit généralement que c'est une agglomération de PLU. Et donc il faudrait sortir de cette vision qui est très refermée pour essayer de faire des continuités. On parlait tout à l'heure de pistes cyclables. Eh ben, ça ne peut pas se régler comme ça, commune par une seule commune ne peut pas régler. Il faut qu'elle travaille avec ses communes, il faut qu'elle travaille avec son département, il faut qu'elle travaille, si on veut aller jusqu'à Paris, avec Paris. Paris développe pas mal ces pistes cyclables, mais il y a des conflits à Paris. Hein. Il y a des conflits sur les trottoirs, hein, où c'est pas aussi simple que ça, mais ça avance, mais un peu lentement. On passe à l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est, à mon avis, alors c'est mon opinion, hein, on essaiera de la partager, nécessaire pour notre vie actuellement, parce qu'elle promeut un véritable développement durable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire ? C'est un ensemble de structures qui reposent sur l'utilité sociale. On essaiera de voir s'il y a des exemples sur Bourg-la-Reine. Une coopération entre les citoyens et un ancrage local qui sont adaptés aux nécessités du territoire. Il n'y a en principe pas d'enrichissement personnel et l'économie est respectueuse de l'homme et de son environnement. Vous voyez, une personne, une voix. Hein, on n'est pas là pour faire du business et pour nourrir des actionnaires. Alors, quels sont les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire ? C'est beaucoup, hein, c'est 10 millions de personnes en France qui sont dans des structures d'économie sociale et solidaire. Vous avez les coopératives, hein, de la SCOP à la plus grande. Je vous ai mis ici des magazines de notre fédération FNE Île-de-France. C'est édité par une SCOP. À l'imprimeur qui est une SCOP à Sens. Donc vous voyez, ils font pas mal de boulot. Les mutuelles d'assurance,
santé, prévoyance, etc. Vous avez quelques sociétés commerciales d'utilité sociale. Et puis, vous avez des fondations, Fondation de France, etc., et des fondations à l'économie sociale et solidaire, et les associations. Généralement, nos associations, on n'est pas là pour gagner de l'argent, et on est là au service des citoyens. On essaye d'avoir, avec nos adhérents, des relations qui nous permettent de nous passer de ça. C'est presque 1,8 million de salariés en France. Alors, en France, c'est ce que je vous disais, c'est 17,5 de l'emploi français, 13,9 de l'emploi privé, 2,37 millions de salariés sur 221 325 établissements. Dans les Hauts-de-Seine, vous avez 50 000 emplois dans l'économie sociale et solidaire. À Bourg-la-Reine, j'ai vu qu'il y avait une épicerie solidaire à côté du RER B. Il y en a une autre, la Croix-Rouge qui fait une vestiboutique rue de la Bièvre, et puis vous avez un atelier qui répare les vélos et qui vend des occasions de vélos. Donc c'est une économie qu'il faut qu'il se développe, parce que si vous voulez faire du recyclage, vous n'êtes pas obligé d'acheter sans arrêt du matériel nouveau ou même des vêtements. Il y a énormément de jeunes actuellement qui achètent des vêtements sur Internet, évidemment, et qui, bon, le seul problème, c'est la livraison. Si c'est livré par paquet, ça augmente un peu le niveau des émissions. Mais c'est extrêmement important et il faut que cette économie sociale et solidaire avance un peu plus par rapport à tout ce qui se fait actuellement. Alors, pourquoi c'est une nécessité aujourd'hui ? C'est parce que les ressources de notre planète, comme on disait tout à l'heure, ça s'épuise très vite. Le 28 juillet 2022, c'est le jour du dépassement des capacités de la Terre à nous faire vivre. Ça se raccourcit tous les ans. Donc il faut être conscient. Notre empreinte écologique de la France est importante. Nous consommons 1,8 fois la surface de notre pays pour vivre chaque année. Et là, je me suis amusé, excusez-moi de dire amusé, mais à mettre les surfaces utiles de la Convention, c'est notre empreinte écologique. En hectares établis en 2014 c'est pas 100, c'est 200 pays. Vous voyez que le Qatar, c'est 15,7 hectares par habitant, mais qu'un pays proche de nous, Luxembourg, on peut se demander pourquoi, 12,3 hectares par habitant, les USA un peu moins, et nous sommes en 46e position sur ce classement de 2014 avec 4,7 hectares par habitant. Vous voyez qu'on consomme beaucoup trop. Donc il faut essayer de recycler au maximum le plus possible. Et c'est possible, ça. On recycle bien les métaux, on les recycle actuellement, on ne les jette plus. Là, on parlait tout à l'heure des produits organiques, de nos déchets. On va les recycler par l'intermédiaire de la méthanisation. On va essayer d'utiliser les digestats de ces méthaniseurs pour les mettre comme amendement, comme engrais dans nos terres. Il faut arriver à convaincre un peu plus les agriculteurs. Ça, c'est un problème qui va être important dans le futur, mais on va y arriver. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire rapidement, j'ai gagné du temps là, sur l'économie sociale et solidaire. Je vous ai tué un peu, mais est-ce que vous avez des questions ? Quand vous donnez les chiffres du Luxembourg, juste ce que vous savez pourquoi J'ai le aucune Luxembourg... idée là, sur le Luxembourg. D'accord, parce que... je pense que c'est un pays, c'est une ville, quasiment. C'est un pays-ville. Et oui, c'est ça. Comme le Qatar, c'est exactement le même problème que le Qatar. Ils ont un pouvoir d'achat monstrueux par rapport à nous. Hein ? C'est scope 3. C'est tout. C'est tous les scopes. Moi, ça veut dire quoi, scope 3 ? Soit on compte ce qui se fait localement. D'accord. Et si tu achètes en Chine un truc, il faut le compter, c'est scope 3. D'accord. Okay. C'est pour ça que la France c'est 4 tonnes si on prend le territoire, mais en fait, c'est 12 par personne en tonnes de CO2 par... Parce qu'on importe... Et ça, c'est dedans ?
Oui, dans les 4-7. Là, c'est des hectares, hein, c'est pas le même type de... C'est un autre comptage. Hein. Ouais. Oui, je voulais réagir parce que moi, je m'occupe du Repair Café qui a lieu à Bourg-la-Reine tous les mois. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ces questions et notamment l'économie circulaire d'une manière globale. Et je suis d'accord avec vous, l'ESS, c'est super important. Simplement, ça ne pourra pas faire tout parce que le reste de l'économie, ce n'est pas de l'ESS. Et il faut que toute l'économie, tout le reste, change. Et ce n'est pas les associations qui ne peuvent pas faire d'économie véritablement qui pourront changer la donne. Donc il faut que toutes les entreprises s'y mettent. Et heureusement, il y en a quand même un certain nombre qui amorcent tous ces sujets-là, mais c'est très compliqué. Et les collectivités aussi ont leur rôle à jouer là-dedans. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, que l'ESS, ça ne pourra pas suffire. Oui, non, vous avez parfaitement raison. Mais on peut le développer un peu plus. Oui, le problème aussi, c'est ce que vous dites, le consommateur, il faut qu'il fasse maintenant des choix. Regardez la période que nous venons de vivre avec les Covid, là, pendant les 2 ans, 2020-2021. Nous avons vu exploser les commandes par Internet, les livraisons. Vous vous rendez compte la quantité de cartons qui a été utilisé et qui ont fiche à la poubelle après? C'est le plastique, tout. Et on importait, là je viens d'acheter, moi j'avais, mon ordinateur était en panne. J'en ai acheté un. Je n'ai pas pu acheter celui que je voulais. J'ai dû prendre un haut de gamme pour avoir quelque chose pour travailler rapidement. On est comme ça en ce moment, on est en train de gérer des pénuries dans N domaines. Hein. Non, c'est à 9. Je suis mauvais, je sais bien, je suis très mauvais. Bon, j'ai quand même une voiture électrique, hein, et une petite voiture électrique. Les grosses voitures électriques, ça, c'est pas une énorme. Et avec l'augmentation, je fais un peu de promotion là, avec l'augmentation du prix de l'énergie, le cycle de vie, l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire que quand vous prenez l'énergie grise qu'il faut pour construire un appareil ou une voiture, et l'énergie que vous allez utiliser pendant tout le cycle de la vie. On était au début, quand je l'ai loué, hein, je ne l'ai pas acheté, vous étiez à 90 000 km. Il fallait atteindre. Actuellement, c'est en dessous de 50 000. Et ça va descendre encore, cette analyse de cycle de vie. Donc, pour les petites voitures électriques, ça peut être quelque chose d'important. Et c'est aussi très important pour la qualité de l'air en Île-de-France. Ça réduit de 50%. Et c'est pour ça qu'une partie, oui, effectivement, des camions de livraison, les petits, il faut des petits. L'économie sociale et solidaire vous a fini. Qui va peut-être un peu en dehors de ce qui se dit, mais... ça veut dire que le consommateur doit devenir plus vertueux par rapport à sa consommation actuelle. Il devient acteur. Oui, mais ce que je voulais dire, qu'il y a des gens qui sont très vertueux, si ce n'est en dessous de la sobriété, et qu'il y a une dimension de justice sociale qui doit être intégrée dans tout cela. Et ça, je crois que c'est très important, mais c'est politique et ça va peut-être au-delà. Enfin, voilà. Non, vous avez parfaitement raison. On est un pays théoriquement égalitaire, avec beaucoup d'inégalités. Enfin, en principe, on est égalitaire au niveau de la loi. Hein. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais vous pourrez aller consulter nos sites. Ici, vous avez trois numéros de notre magazine qui sont des magazines qui sont généraux. C'est-à-dire, vous avez un sur l'eau en Île-de-France, nos ressources, tout ça. On tient un colloque le 7 et le 8 novembre dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, 2 jours. Vous êtes cordialement invités. Il y a des petits frais d'inscription, je ne sais même plus, mais par exemple le repas, c'est autour de 10 €. Donc, vous voyez, vous pourrez
venir très facilement. C'est le lundi et le mardi. Le 7 est un lundi et le 8 est un mardi. À côté, vous avez un travail que nous avons fait avec Bruit Paris sur la pollution sonore en Île-de-France. C'est aussi là, très intéressant. Et le deuxième, c'est la santé. C'est quelque chose que j'ai fait avec Valérie Masson-Delmotte sur la santé et le climat en Île-de-France. Donc, ils sont gratuits. Vous les prenez comme vous le voulez. C'est à lire. C'est des fois un peu lourd, mais ça va. En fait, moi, j'avais juste une information à communiquer. Si les gens ne se connaissent pas encore, sur Facebook, il y a un groupe qui s'est créé depuis quelques années sur Bourg-la-Reine, qui s'appelle Échange, Troc et Dons à Bourg-la-Reine, et Vente même aussi. Et en fait, du coup, ça fait partie d'une petite économie circulaire, où les gens postent vraiment tous les jours des annonces. Alors, il y a beaucoup d'articles de périculture, mais après, il y a aussi des gens qui vendent des tondeuses, des tables, ou qui les donnent. Donc, si ça peut vous intéresser, voilà, il y a aussi ça qui existe à Bourg-la-Reine. D'accord. Merci beaucoup. Et je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement. Il y a une question encore. Attendez, il y a une question. Monsieur Riotto, il y a encore une question pour vous. Oui, Monsieur Riotto. Bonjour. Bonjour. Merci. En fait, un peu en conclusion, du coup, avant qu'on se quitte et qu'on reparle, j'imagine, après, je voulais vous demander, d'un point de vue le plus neutre et extérieur possible, comment vous pourriez nous conseiller d'aborder ces sujets-là, tous acteurs différents de la ville que nous sommes, parce qu'on l'a vu, il y a un certain nombre de points de vue, d'éléments qui ont été partagés. Les débats arriveront pour qu'on puisse prendre le temps de repartager tous ces éléments. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté aujourd'hui de gens qui ont envie d'agir maintenant, tout de suite, qui n'ont pas envie d'attendre. Et du coup, moi, j'aurais voulu juste avoir votre perspective en tant que vous et avec votre expérience. Quel serait le meilleur des conseils que vous pourriez nous donner aujourd'hui pour être dans une dynamique positive et faire quelque chose vite et bien dans le bon sens? C'est difficile comme question, mais on organise au niveau, alors je réponds un peu au niveau de notre fédération régionale, on organise un certain nombre de formations, mois par mois. Donc il faut aller sur notre site et vous verrez un certain nombre de choses. On fait une bientôt sur les PCAET. Donc ça vous fait rentrer un petit peu dans la formule. Alors au niveau individuel, effectivement, il faut qu'au niveau individuel, on puisse réagir. Vous avez vu que la circulation, le trafic routier, c'est quelque chose d'important. Dans la mesure du possible, où j'ai des bons transports en commun à côté de moi, il ne faut pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui, mais bon, je venais et j'avais 30 kilos de trucs à amener. Prendre les transports en commun, vous avez moins de dépenses énergétiques. Ensuite, c'est sur vos achats. Les achats, vous allez acheter un certain nombre de choses qui viennent de très loin, il faut essayer de limiter. Pour les ordinateurs, il n'y en a pas qui sont fabriqués quasiment en France. Quand ils sont fabriqués en France, ils sont avec des produits importés d'un peu partout. Donc là, on a raté aussi au niveau de notre industrie un certain nombre de choses. Et je l'ai vécu, moi, en tant que gamin, avec Bull et compagnie. On a vu s'effondrer un certain nombre de choses qu'on aurait pu maintenir. Donc c'est nous, les acteurs. Alors évidemment, il y a des gros, on ne va pas pouvoir faire au niveau de l'impact de nos actions, mais c'est quand même l'addition. On est pas loin de 70 millions. Si tous on fait un petit effort, ça pourra se jouer. Alors c'est un problème d'essayer de se comprendre un peu mieux, d'échanger un peu plus. Alors je vais dire une chose, je ne suis pas sur les réseaux, parce que si j'étais sur les réseaux, je serais mort. Complètement, je reçois plus de 200 mails par jour. Je ne réponds pas à tous, mais je me suis contenté de ça parce que mes enfants, tous nos jeunes adhérents associatifs sont sur les réseaux, ils font le boulot pour nous, mais nous, on n'y arrive pas. Puis j'ai 80 ans, donc voilà, il faut aussi voir qu'on a des limites. On atteint à un moment donné des limites. Oui. C'est une des choses primordiales. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin. Il faut commencer par
quand vous êtes en maison individuelle, c'est par le toit qu'il faut commencer. C'est là où vous perdez le plus, c'est 30% de perte par le toit. Alors avec des solutions écologiques, vous pouvez trouver des opérations un peu moins chères, c'est laine de verre, et puis pas vous faire avoir par les sociétés qui vous font de l'isolation à 1 euro. Ça, c'est des bargoulins, et ne passez pas avec ça. Après, vous avez les fenêtres, des gros doubles vitrages. Et puis, si vous êtes avec les murs, alors les murs par l'extérieur, par l'intérieur, ça vaut assez cher. À l'extérieur, c'est 200 € à peu près le mètre carré. Donc, mais alors, vous vous y retrouvez. Et puis, au niveau du chauffage, si vous avez du chauffage au fioul ou du chauffage au gaz, vous pouvez éventuellement imaginer les pompes à chaleur. Alors, si vous avez un grand terrain, ça peut être une pompe à chaleur qui va puiser la chaleur dans la terre par un circuit dans votre jardin. C'est un peu compliqué, un peu cher à mettre, mais les pompes à chaleur RR maintenant sont très actives, et dans la mesure où le climat va se réchauffer, on aura des hivers un peu moins froids, la pompe à chaleur elle peut être une très très bonne solution. Au moins en aide. Vous gardez un peu le gaz. Le gaz est mieux que le pétrole. Ça émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Puis le jour où on aura un peu de gaz d'origine verte, ça sera mieux. Mais il ne faut pas espérer avoir la production de gaz que l'on utilise actuellement. Donc l'isolation, oui, pour tous. Et même alors dans les collectivités territoriales, dans les collectivités, c'est aussi très important au niveau de tous les bâtiments. Bon, moi, je voulais enfoncer le clou avec la question de Mélanie, mais je ne voudrais pas vous mettre en porte-à-faux non plus. Là, on a bien vu que les sujets sont très vastes. Est-ce que vous, avec la petite analyse que vous avez pu faire de Bourg-la-Reine en préparant aujourd'hui votre conférence, est-ce que vous auriez des axes prioritaires à nous évoquer et pour aiguiller un petit peu les réflexions? Et puis après, c'est plus pour les organisateurs et donc pour la mairie. Je voudrais savoir quels étaient un petit peu les objectifs de ces ateliers citoyens. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la démarche et du coup voir aussi comment ce sera un petit peu mesuré? Est-ce que le but c'est se mettre d'accord sur des actions à mettre en place, à quelle échéance, et comment du coup on va pouvoir voir la progression des avancées sur la ville? Je peux répondre un petit peu. Ma vision de l'extérieur, je connais, parce que j'ai eu des amis à Bourg-la-Reine, un petit peu la ville. Vous avez votre gros problème, c'est vous avez c'est plus une nationale, c'est une départementale, mais c'est la 920 qui vous coince un peu. Sinon, c'est une ville qui doit être assez intéressante parce que beaucoup de gens viennent y habiter. Si vous regardez le revenu par habitant, il est élevé aussi, comparé aux autres communes, y compris les communes des Hauts-de-Seine. Donc, c'est une ville qui est attractive. Alors, je ne dis pas plus que ça. Je ne connais pas assez la ville pour vous décrire. J'ai vu le gros problème de la route. Je vois quand même qu'il y a pas mal de rues qui sont arborées. Là, il faut y aller. Et puis, il faut enlever un peu de bitume. À ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure pour l'isolation. Si vous avez des toits qui ne sont pas en tuiles, des toits en zinc, peignez-les en blanc. C'est 20 degrés de différence entre le haut du toit et le dessous. Immédiat. Et aux États-Unis, en Californie, ils peignent même des routes en blanc parce que ça fond le macadam. Donc, alors ça, évidemment, on ne peut pas peindre les tuiles en blanc, ça ne se fait pas. Voilà. L'organisation des ateliers. J'allais après renvoyer vers le café. Donc au niveau de l'organisation, le but des ateliers au tout début, c'était de prioriser notre action, donc nous aider à orienter quelles étaient les propositions qu'on avait faites lors de la campagne municipale. Ça a complètement dérivé, parce qu'on est en 2022 et plus au printemps 2020, parce qu'il n'y a du coup plus du tout le même sens. Donc on a décalé l'horizon de réflexion, qui était en gros 2022 au départ,
Et maintenant, l'objectif, c'est toujours la même chose, mais sur les actions qui vont avoir des conséquences plus lointaines, d'essayer de nous les orienter. Alors, ça, c'est par rapport à notre programme. Ça, c'est le premier volet de ce qu'on vous demande. Donc, de réfléchir par rapport à ce qu'on a proposé lors de la campagne, qui n'a pas été exécuté, et de voir ce qui, d'après vous, est plus prioritaire que d'autres actions. De notre côté, on va faire travailler les services pour essayer de voir si reprioriser certaines de nos actions est possible d'un point de vue budgétaire ou financier. Après, ce qu'on attend de vous, là, c'est plus la partie think tank. Donc, c'est d'essayer d'avoir des idées, des propositions d'action qui sont le plus exécutables possible pour, derrière, voir si on peut les mettre en place, à quel coût, et effectivement, les redessiner ensemble. Donc, il y a une partie d'interaction avec les services, encore une fois, parce qu'il faut que ça puisse être réalisable d'un point de vue technico-administratif. Et derrière, effectivement, essayer de s'engager sur la réalisation de ces actions. Alors après, on n'avait pas pensé encore à ce niveau-là, à mettre des KPI ou pour des schémas de Gantt où on dirait, voilà, on va essayer en 2028, parce que déjà, se projeter plus loin que l'horizon municipal de la prochaine campagne est un peu compliqué, quoi. Donc, mais voilà, l'idée, c'est déjà d'arriver à fournir une sorte d'axe et d'horizon des possibles, voir si nous, on ne pourrait pas s'inspirer de propositions que vous nous feriez, et derrière de reprioriser certaines de nos actions et de nos visions. Et encore une fois, moi je le vois à titre personnel plus comme un think tank, et d'essaimer, de faire discuter avec les autres délégations. Parce que nous, on est là pour faire discuter, faire réfléchir les citoyens, mais après, ça va être partagé avec toutes les délégations sur lesquelles il y a des implications. Que ce soit par exemple sur les mobilités avec M. Legendre et M. Nicolas, que ce soit après sur l'aménagement spatial, le scolaire, effectivement, ça va avoir des conséquences sur les autres délégations. Donc pour l'instant, c'est vraiment plus une question réflexion, orientation et une vision, une projection. Voilà, donc après, s'engager. Oui, bah, la votation va effectivement permettre de... Oui, c'est vrai qu'effectivement, je l'ai dit en début, mais pas en fin. On va après mettre ces actions, ces propositions sous forme de votation pour voir quel est le retour de la population. Il y aura déjà ce temps déjà qui va être assez important pour pouvoir voir quelle est la perception des citoyens qui sont moins impliqués que tous ceux qui sont dans cette salle ou qui seront dans des ateliers, qui eux sont effectivement les plus soucieux de notre futur et sans doute les plus... ceux qui sont dans ces ateliers en général sont les plus impliqués. Donc c'est pas forcément la même vision que l'ensemble de la commune. Donc c'est pas mal aussi de voir comment c'est partagé au niveau de l'ensemble de la commune. Et après effectivement de voir comment on peut le mettre en pratique. Voilà. Mais on n'a pas réfléchi pour l'instant, parce que ça doit être aussi partagé avec les autres délégations et les services, avant de pouvoir s'engager sur des plans pluriannuels par exemple. Voilà. Sinon, indépendamment de cette réponse, j'avais pris le micro au départ, pas pour répondre, mais pour vous encourager à vous inscrire sur les ateliers, préparer ces ateliers en allant lire les ressources documentaires pour ceux que ça intéresse, et aussi être plus à même de discuter lors de ces ateliers. Et puis, dans un temps plus court, de venir prendre le café ici, et pour pouvoir prolonger la discussion avec éventuellement M. Riotto ou ensemble. Voilà. Oui, la plateforme participons.bourglarène.fr, pour ceux qui la connaissent pas. Oui. On a déjà décidé les thèmes. Ouais. Non. C'est 2 par 2, j'ai plus de papier sur moi. Ouais. Ceux-là, on les a donné les thèmes. Non, on l'a pas mis le planning. C'est pas sur ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est sûr, non. Ouais. Non, ça n'a pas été mis sur la fiche, donc après. Ouais, c'est mobilité, ressources, énergie le 26 novembre et aménagement spatial, économie sociale et solidaire le 3 décembre. Mais on n'a pas encore communiqué, mais bon, on va le communiquer. Hein, je pense que ça va être... voilà. En gros, sur la feuille, là, sur le track que vous avez, les 2 premières sont pour le 26 novembre et les 2 autres pour le 3 décembre. Voilà. Pour ceux qui ont le petit flyer. Les documents à consulter sont... Participons.bourglarène.fr. Ils sont déjà, ouais. On avait envoyé un petit mail aux élus. Pour en faire la publicité. Ouais, je vais le faire, mais j'attendais que ça.
Et donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez et qui ne l'ont pas encore déjà fait, vous pouvez vous inscrire avec les flyers ici. Voilà. Merci à tous d'être venus.